Donc en un peu plus de 4 minutes, on vous a résumé une grande partie, si ce n'est la totalité des débats qui animent l'éducation aujourd'hui, avec les penseurs les plus influents du moment. Le plus connu d'entre eux, c'est Ken Robinson. Ken Robinson est toujours le recordman des conférences TED. C'est toujours lui qui a la conférence TED la plus vue au monde, avec plus de 50 millions de vues. C'est une conférence qui s'appelle « Les écoles tuent-elles la créativité ?» Il exerce une influence immense, mais ce n'est pas le seul. Vous avez peut-être reconnu la dame. C'est Carol Dweck. Carol Dweck, en Amérique du Nord, est probablement la personne la plus écoutée dans l'éducation. Elle est l'auteur d'un livre qui s'appelle Mindset. Et dans à peu près toutes les interactions qu'on a avec des personnes de l'éducation en Amérique du Nord, on entend parler de mindset, et surtout de growth mindset, qui est le grand leitmotiv de Carol Dweck. Vous n'avez peut-être pas reconnu, mais vous le connaissez en fait, Andreas Schleicher, parce qu'Andreas Schleicher est le patron du test PISA pour l'OCDE. Donc Dieu sait si on entend parler tous les 2 ans du test PISA, des résultats, des influences. C'est grâce au test PISA. On sait que la Finlande a eu cette grande progression dans l'éducation. Aujourd'hui, à PISA, c'est plutôt des pays comme Singapour, ou voire même Shanghai, qui occupent le haut du terrain, même si la Finlande reste bien placée. Et la Suisse a toujours probablement la première place en Europe pour plusieurs sujets, en particulier les sciences et les maths. Donc André Schleicher est peu connu à titre personnel, mais il a une vraie vision de l'éducation qui nous a pas mal inspiré pour le livre. Vous avez vu aussi un gentleman indien qui s'appelle Sugata Mitra, qui lui est fameux pour une expérience qui a complètement révolutionné la réflexion sur l'éducation, qui s'appelle le hole in the wall, le trou dans le mur. Et cette expérience consistait en fait à poser un ordinateur dans une rue populaire de Delhi et à voir ce qui se passait. Et ce qui s'est passé, c'est que les enfants par groupe ont commencé à apprendre grâce à l'ordinateur sans la médiation d'un adulte ou sans la médiation d'un enseignant. Donc c'était une expérience extrêmement forte dans l'histoire de l'éducation. Et puis le dernier arrivé n'est pas un personnage du monde de l'éducation, c'est un vrai personnage du monde de l'économie, c'est Jack Ma. Jack Ma est le patron d'Alibaba, le fondateur d'Alibaba, qui est l'équivalent de Amazon, mais pour la Chine. Et Jack Ma, au World Economic Forum de l'année passée, en 2018, a pris des positions très fortes sur l'éducation, notamment sur la place que devaient prendre dans l'éducation les soft skills, c'est-à-dire les compétences socio-émotionnelles, dans la perspective de l'arrivée de l'intelligence artificielle, de l'arrivée des robots. Jack Ma donc, a mis en avant cette nécessité de changement avec des paroles assez radicales qui mettent l'accent donc sur ce qu'on a appelé désormais les compétences du XXIe siècle. Alors, entre ce que vous avez entendu et le travail qu'on a fait avec Dominique, il y a quand même une différence fondamentale. Notre livre ne s'intéresse pas essentiellement à l'enseignement, il ne s'intéresse pas essentiellement à la pédagogie, à ce qu'il faut faire dans les classes. Il s'intéresse au cadre, il s'intéresse à l'organisation scolaire en tant que telle, à ce qui va décider en fait de ce qui sera enseigné en classe. Et c'est à ce niveau d'action qu'on se situe, et c'est pour ça qu'on a intitulé notre présentation « Compétences du XXIe siècle, un défi pour les élèves, mais pas seulement ». Et Dominique va vous dire ce qu'il y a derrière ce « pas seulement ». Alors en effet, ce qu'on essaye de souligner, c'est que c'est le fait école tout entier qui doit rentrer dans le XXIe siècle et pas uniquement les élèves. Comment imaginer en effet des élèves résolument dans le XXIe siècle qui écouteraient des profs qui, eux, seraient encore restés dans le XXe siècle? Ça ne marche pas. Alors tout a commencé pour nous par un constat imparable, le constat de la convergence quasi parfaite en ce qu'on appelle l'état d'esprit entrepreneurial, ici en anglais entrepreneurial mindset, et les 21st century skills, qui sont les compétences du XXe siècle. Alors ce constat, nous l'avons établi en faisant évidemment une recherche et une analyse, mais en nous basant surtout, pour ce qui est des compétences du XXIe siècle, sur un cadre qui est le cadre du P21. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces 21st century skills, ce sont des compétences personnelles et professionnelles qu'on est obligé d'acquérir pour la vie efficiente dans le XXIe siècle, et ce sont des compétences que les élèves doivent aujourd'hui apprendre dans les écoles. Et donc nous, notre analyse est basée sur ce fameux cadre du P21, et nous avons établi la convergence entre l'état d'esprit entrepreneurial et les 21st century skills. C'est là la partie la plus intéressante de notre démonstration, qui est ce petit tableau. Donc vous avez sur la gauche le cadre du P21, avec une série de compétences du XXIe siècle que les élèves doivent acquérir. Vous avez essentiellement les Learning and Innovation Skills et les Life and Career Skills. Il y a une autre catégorie qu'on a éliminée, qui sont les Media and Information Literacy Skills, qui sont plutôt de l'ordre de la pédagogie. Donc là, on est vraiment sur des compétences, on va dire soft ou des soft skills. Et vous trouvez à droite notre tableau des attributs de l'état d'esprit entrepreneurial. Et vous pouvez voir qu'il y a une convergence entre les catégories. Alors la liste que nous avons établie ici, nous l'avons établie évidemment en nous basant sur la recherche académique, sur la doctrine, sur notre propre pratique.
Et nous nous sommes rendus compte, quand nous voulions comprendre l'état d'esprit entrepreneurial, que personne n'avait cherché à le comprendre avant nous. Et donc nous nous sommes demandé, mais qu'est-ce que cet état d'esprit entrepreneurial? Donc première étape, structurer le champ épistémologique. Nous avons donc regardé ce qui constitue un état d'esprit entrepreneurial. Et là, nous avons défini et distingué deux choses. Ce sont deux découvertes majeures pour nous. C'est d'une part la gire entrepreneuriale qui se distingue clairement des éléments et des attributs de l'état d'esprit entrepreneurial. Là, nous sommes sur ce que nous avons appelé des attributs. Dans cette liste d'attributs, nous tenons à insister sur le fait que c'est une liste ouverte et non exhaustive. Derrière cette liste d'attributs, vous avez évidemment des sous-attributs. Donc, on l'a expliqué brièvement pour la connexion et le timely achiever, qui nous paraissent dans l'éducation importants à expliciter. Donc, les sous-attributs sont des attributs liés à l'attribut de base qu'on trouve dans l'entrepreneuriat et qui sont utiles dans le domaine de l'éducation. Nous sommes en train de préparer un deuxième livre avec David, spécifiquement dans le secteur de l'entrepreneuriat, sur toute cette liste de sous-attributs et les correspondances entre attributs d'état d'esprit entrepreneurial, sous-attributs et leur développement. Donc la liste est ouverte, non exhaustive, mais nous pensons que pour le domaine de l'éducation, elle est suffisante, parce qu'elle permet d'expliquer sans trop de difficultés ce qu'est un état d'esprit entrepreneurial, et aussi parce qu'elle est opérationnelle. On peut vraiment, par du coaching et par du développement, en accompagnement, développer ces compétences et ces attributs-là de l'état d'esprit entrepreneurial. Dernier point. Vous voyez qu'il y a un décalage entre les deux listes avec la capacité à travailler les ressources et la capacité à créer de la valeur. Ces deux éléments-là sont plus spécifiquement entrepreneuriaux, moins liés au domaine de l'éducation, moins liés aux 21st Century Skills, évidemment. Néanmoins, dans le cadre d'une transformation d'organisation scolaire, puisque c'est notre livre, c'est un livre de management et de transformation, la question de la ressource et de la gestion des ressources à disposition et la capacité à créer de la valeur pour les bénéficiaires qui sont des élèves, évidemment, prennent tout leur sens. Donc ces deux éléments, qui vous le verrez dans le livre, vont être développés assez largement parce que c'est sur ces éléments-là essentiellement que peut s'opérer le pivot. Alors avant de passer au slide suivant, regardez bien encore une dernière fois, la première ligne du tableau. Et cette équation qui met les 21st Century Skills en équivalence avec l'état d'esprit entrepreneurial. Ça signifie en gros que lorsque l'on attend des enseignants qu'ils enseignent les compétences du 21e siècle, on attend qu'ils enseignent l'état d'esprit entrepreneurial. Et là, il y a déjà une toute première observation qu'on a fait avec Dominique, c'est qu'on ne peut pas enseigner l'état d'esprit entrepreneurial sans être entrepreneurial soi-même. Ce serait comme un professeur d'allemand qui enseignerait l'allemand sans le maîtriser. Ça ne fonctionne pas. Il faut connaître de l'intérieur profondément ce qu'on enseigne. Et là, immédiatement, il y a une question qui se pose. Les enseignants sont-ils entrepreneuriaux ? Il n'y a pas vraiment d'études sur le sujet. Il y a des gens qui rêvent qu'ils le soient, beaucoup, mais il n'y a pas d'études sur le sujet. Par contre, on a, avec Dominique, mené une étude un peu différente sur le système, ce qu'on appelle le fait école. Et on s'est demandé si le fait école était entrepreneurial. Et on a vu qu'en fait, il ne l'est vraiment pas du tout. Et on a défini cela sous le terme de Education Cliff. L'Education Cliff, c'est un terme qu'on a importé de l'histoire américaine qui a connu un fiscal cliff il y a quelques années pendant le premier mandat au tout début du premier mandat de Barack Obama. C'est un moment où, par volonté de réduire trop vite le déficit budgétaire américain, on a risqué tout simplement de bloquer complètement l'État américain. Mais vous voyez, c'était paradoxal. On voulait bien faire, c'est bien pour un État de réduire ses déficits, mais s'il en fait trop, tout se bloque. L'Education Cliff, ça part un petit peu de la même idée. L'école veut bien faire les choses, mais elle les fait de telle façon qu'elle va tout bloquer. Par exemple, l'école exige qu'on soit prudent. On a des enfants à charge. On ne peut pas faire n'importe quoi et c'est très important d'être prudent quand on est à la responsabilité d'une école, mais pas jusqu'au principe de précaution qui bloque tout. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le principe de précaution fait qu'on n'ose plus même prendre des risques pédagogiques. Et c'est là où le bas blesse. On a vu aussi, par exemple, et c'est l'idée très forte de Carol Dweck, que le goût de la bonne note était aussi très bloquant. Parce qu'on fait tellement l'éloge de la bonne note, et on veut tellement tous avoir des bonnes notes que plus personne n'ose se tromper. C'était le point de Ken Robinson. Donc vous voyez, l'idée d'Education Cliff, l'idée de notre analyse du système éducatif, c'est vraiment de montrer que l'école crée des cultures institutionnelles qui ne sont pas entrepreneuriales. Donc notre hypothèse, c'est qu'il y a peu de chances que dans ces cultures-là, si on ne fait pas quelque chose de délibéré, si on ne fait pas quelque chose de défini, il y a peu de chances que dans ces cultures-là, les enseignants deviennent eux-mêmes édupreneuriaux. Donc le premier point, la première chose qu'il va falloir faire, c'est rendre les enseignants entrepreneuriaux. C'est ça un petit peu le leitmotiv du pivot. Question légitime, est-ce que c'est possible ? Est-ce que l'esprit entrepreneurial est inné ou est-ce qu'il peut être acquis ?
Alors là, on a trouvé plutôt des déclarations, et surtout une qui est très importante pour nous, de Peter Drucker, qui est le fondateur de la science du management au XXe siècle, le plus grand penseur probablement du management à ce jour, pour qui c'est très clair, entrepreneurship can be learned. C'est-à-dire qu'on peut apprendre l'entrepreneurship. Avec une nuance quand même que les spécialistes ont remarqué, Peter Drucker utilise un terme anglais qui s'appelle entrepreneurship, et avec Chuck Dufaux, qui était le vice-doyen de BSL, on s'amusait un jour en disant que ce mot n'est pas traduisible en français. Parce qu'en fait, entrepreneurship a deux réalités. Une réalité qui est les méthodes entrepreneuriales. Comment est-ce qu'on construit une entreprise? Comment est-ce qu'on fait une levée de fonds? Comment est-ce qu'on définit une value proposition? Mais entrepreneurship aussi en anglais, on entend l'état d'esprit entrepreneurial à l'intérieur. Et ça, c'est ce que nous, on a voulu mettre en évidence, qu'on a voulu chercher, notamment comme la dynamique, en différenciant l'agir entrepreneurial et les attributs de l'état d'esprit entrepreneurial. Donc, sous l'autorité de Peter Drucker et d'autres, il y a aussi des études de l'OCDE qui insistent là-dessus, on pense qu'il est possible, en général, d'apprendre l'état d'esprit entrepreneurial, et donc en particulier, ce sera possible aussi de le redévelopper chez les enseignants, de reconnecter les enseignants avec cet état d'esprit entrepreneurial. On a commencé la présentation en disant qu'il s'agissait de faire enseigner les compétences du XXIe siècle, mais en fait, le pivot veut aller beaucoup plus loin. Il ne veut pas s'arrêter à la simple question de l'enseignement, parce qu'en fait, la question de l'école aujourd'hui, ou les grands défis d'éducation aujourd'hui, impliquent une transformation immense. Regardez ce que dit Sugata Mitra, « Schools are obsolete ». C'est une déclaration très forte. Nous, on ne pense pas que les écoles sont obsolètes, on ne va pas jusqu'où va Sugata Mitra, mais on pense qu'elles doivent véritablement se transformer. À l'image, par exemple, de la connaissance, qui a été complètement bouleversée par Wikipédia. Qui achète encore les encyclopédies? Je crois qu'il y a 7 ou 8 ans, Britannica a cessé d'être imprimé. C'est vraiment quelque chose de très important dans la culture quand un monument comme Britannica cesse d'exister de façon physique. Alors oui, il y a une version en ligne, mais je pense qu'elle est infiniment moins visitée que Wikipédia. Donc c'est des changements de ce genre qu'on attend pour l'éducation, qu'on pressent pour l'éducation. Dans le livre, on repère 3 ou 4 défis majeurs pour l'éducation qui ne pourront pas être relevés si on n'a pas l'appui de l'état d'esprit entrepreneurial chez les enseignants. On a pensé en particulier à la relation avec les parents. Aujourd'hui, dans beaucoup d'institutions, le parent est un ennemi. Et quand vous écoutez, moi j'ai des amis qui sont enseignants, j'en ai beaucoup, ils ont peur des parents, ils ne savent pas que faire avec les parents, c'est normal. La relation qui était binomiale entre l'enseignant et l'élève devient un triangle et c'est beaucoup plus compliqué à faire une géométrie en 2 dimensions qu'une géométrie en 1 dimension. Un deuxième élément très fort, qui est un défi très fort pour l'école, qui ressort un peu du discours de Jack Ma, c'est que l'intelligence humaine est particulière parce qu'elle est biologique. L'intelligence des machines est minérale, c'est du silicium. Notre intelligence, elle est biologique. Elle interagit en permanence avec notre corps. Et c'est de là que vient l'idée des soft skills et des compétences. Et pour ça, l'école, pour le moment, la place du corps à l'école, c'est le sport. Vous avez vu dans la hiérarchie de Ken Robinson, c'est tout en bas. C'est pas encore remonté. Les enfants ne dansent pas tous les jours, comme dit Ken Robinson. Ça, c'est un des défis pour l'école de demain. Un troisième défi, c'est tout simplement l'intelligence artificielle elle-même, qui va nous permettre de collecter beaucoup plus de données sur l'apprentissage. Et tout d'un coup, les expériences de Piaget nous paraîtront incroyablement simples, puisqu'il travaillait sur des tout petits échantillons. Là, on va travailler sur des échantillons de centaines de milliers d'élèves pour comprendre leur développement cognitif. Donc tout ça est au cœur de Révolution et il faut véritablement que les enseignants soient partie prenante. C'est ça, en fait, le pivot édupreneurial. C'est faire en sorte que par l'implémentation de l'état d'esprit entrepreneurial, on puisse doter l'institution d'un outil pour la gestion du changement. Alors bien sûr, il y a d'autres arguments sur ce qui peut faire changer l'école. Certains disent qu'il faut changer les locaux. D'accord. Le parc immobilier des écoles, il est immense, mais immense. Et juste sa maintenance, on n'aurait déjà pas à la financer. Donc, imaginez qu'on puisse, à très court terme, changer les locaux, c'est totalement une vue de l'esprit. Certains pensent qu'on peut changer les programmes. Alors là, changer les programmes, c'est, vous avez vu l'avis de Ken Robinson, c'est une des choses les plus compliquées à faire, parce que c'est bien beau de dire on va mettre ci et ça dans le programme, mais qu'est-ce qu'on enlève ? Qu'est-ce qu'on enlève ? Le programme résiste. Il y a un très beau terme qu'on a trouvé dans nos recherches qui s'appelle le curriculum struggle, la lutte pour le curriculum. Les branches sont en lutte les unes contre les autres et on n'arrive pas à en imposer une contre une autre. C'est pas si simple. Donc ça peut changer, mais ça prendra de nouveau des dizaines d'années. Dernier élément, c'est un peu ce que veut Schleicher, on peut changer par l'évaluation. C'est vrai que dans beaucoup de conférences sur l'éducation, on entend dire si on change l'évaluation, alors tout va changer. On est au canton de Vaud. J'ai cru comprendre qu'il fut un temps où on ne voulait plus de notes au canton de Vaud. Puis petit à petit, elles sont revenues, dans un cycle de 10 ans. Et on n'a pas bougé, en fin de compte. Et on a toujours la sélection, on a toujours les mêmes problèmes. Donc, ces éléments-là nous semblent
évidemment des leviers éventuellement valides, mais inopérables avant 10 ou 15 ans, alors que les enseignants, qui sont la ressource principale de l'école, eux sont là, et on peut délibérément décider de les reconnecter à leur état d'esprit entrepreneurial pour utiliser cette énergie-là en tant que levier de transformation. Vous avez vu le petit montage là qu'on a fait en vidéo. Alors, il a été fait par une semi-professionnelle, mais les moyens qui ont été utilisés sont grosso modo à la portée de n'importe quel enseignant aujourd'hui. Donc on peut être à ce niveau de performance-là aujourd'hui, sauf qu'on les utilise en fait relativement peu. Donc ça, c'est notre idée du pivot entrepreneurial, c'est ce que vous trouverez dans le livre qui donc est paru. Mais il n'y a pas qu'un livre. Autour du livre, on a construit aussi un site web qui s'appelle elpivot.com et dont Dominique va vous dire un mot en conclusion de notre présentation. Oui, alors effectivement, c'est donc un projet qui nous tient à cœur parce que le livre n'est que la première étape. Le livre décrit la transformation. Le site web, lui, va aller plus loin. Il va mettre en avant des profs et des directeurs entrepreneuriaux, ou faudrait-il dire édupreneuriaux, puisque nous avons inventé ce terme, que nous avons déjà rencontrés. Ils existent. Nous les avons rencontrés au Canada, nous en avons rencontrés en France et en Suisse. Donc l'objectif est de faire des portraits, de mettre en avant ces personnes qui transforment l'organisation, soit en bottom-up, soit en top-down, mais qui aujourd'hui déjà sont en train de disrupter un petit peu ce qu'on attend du système éducatif. Et le pivot est en marche. Donc c'est peut-être ça le mot d'espoir, c'est que cette transformation des organisations scolaires nous a permis de voir qu'elle était déjà en route et que finalement des gens étaient déjà en train de travailler de manière édupreneuriale dans certaines écoles.